Il s'est moqué d'elle devant tout le monde, offrant 1 mois de salaire si elle parvenait à traduire une seule phrase. Une erreur monumentale qui allait détruire sa carrière en moins de 5 minutes. La salle de conférence était comble, l'air saturé de tension et d'eau de Cologne coûteuse. 6 cadres européens étaient assis autour de l'immense table en verre trempé. Roger Vasseur riait bruyamment, gesticulant avec emphase, tout en racontant une blague en français que personne d'autre ne comprenait. Personne de l'autre côté de la table ne saisissait un traître mot de ce qu'il disait. Marianne est entrée en poussant le chariot de ménage, le regard baissé. Elle s'est arrêtée discrètement près de la porte vitrée. Roger a tourné la tête et a fait un geste impatient de la main. « Pas maintenant. Nous sommes occupés. » Elle a hoché légèrement la tête et a commencé à ramasser les bouteilles d'eau vides sur la table basse. Silencieuse, invisible. L'un des Européens a dit quelque chose en allemand, un commentaire rapide et à voix basse. Roger a souri et a hoché la tête comme s'il avait compris, mais ses yeux vacillaient, trahissant son ignorance. Discrètement, il a sorti son téléphone portable sous la table, tapant frénétiquement sur un traducteur en ligne. Marianne passait près de la table principale. Roger l'a suivi du regard, tandis qu'une idée cruelle lui traversait l'esprit. Alors, avec un large sourire narquois, il a parlé fort pour que tout le monde entende. « Marianne, vous parlez allemand, n'est-ce pas ?» Elle s'est arrêtée net. Elle l'a regardé sans comprendre, les mains occupées par son travail. « Je vous paie votre salaire du mois entier, ici et maintenant, si vous réussissez à traduire ce qu'il vient de dire. » Les rires ont éclaté dans la salle. Les collègues français ont ri de la boutade de leur patron. Les étrangers ont échangé des regards confus, ne comprenant pas la cruauté du jeu. Marianne a serré le chiffon de nettoyage entre ses mains. Elle a pris une profonde inspiration, retenant l'air dans ses poumons. Et puis elle a levé les yeux et a fixé directement Roger. « Combien avez-vous dit que vous payeriez, monsieur ?» Roger s'est incliné dans son fauteuil en cuir, gardant ce sourire de suffisance. « Votre salaire. 1500 € si vous traduisez ce qu'il a dit. » Il a pointé avec dédain le cadre blond à lunettes. « Allez, Marianne, impressionnez-nous. » Les autres collègues français ricanaient doucement, appréciant le spectacle. L'un d'eux a chuchoté quelque chose à l'oreille de l'autre. Marianne a posé le chiffon plié sur le chariot. Elle a marché d'un pas ferme jusqu'à la table. Elle s'est arrêtée à côté de Roger. Il a demandé pourquoi les données du rapport financier ne correspondent pas aux prévisions envoyées la semaine dernière. Et il a dit qu'il a besoin d'une réponse claire et directe avant de poursuivre toute négociation. Le silence est tombé sur la salle comme une chape de plomb. Le cadre blond a écarquillé les yeux derrière ses verres, surpris. Il a dit quelque chose en allemand, rapidement, en regardant fixement Marianne. Elle a répondu dans la même langue, avec une prononciation nette et fluide. Il a hoché la tête, visiblement impressionné, et a continué à parler, tournant toute son attention vers elle. Marianne s'est tournée vers Roger, dont le sourire s'était évanoui. Il veut savoir s'il y a eu une erreur dans la conversion de la devise ou si les chiffres ont été manipulés dès le début. Roger est devenu écarlate jusqu'à la racine des cheveux. Il a ouvert la bouche pour répliquer, mais aucun son n'est sorti. L'un des assistants à côté de lui s'est raclé la gorge, nerveux. Il y a eu un problème dans le tableau de calcul. Nous allons corriger cela immédiatement. » L'Allemand a parlé de nouveau, le ton beaucoup plus sérieux et sévère cette fois. Marianne a traduit sans hésiter une seconde. Il a dit que c'est inacceptable dans un partenariat de 20 millions d'euros. Il exige un audit complet avant de signer le moindre contrat. Roger a levé la main, essayant désespérément de contrôler la situation qui lui échappait. « D'accord, nous allons résoudre tout ça. Marianne, merci, vous pouvez disposer maintenant. » « Et le paiement ?» Roger s'est figé sur place. « Monsieur a dit qu'il paierait mon salaire si je traduisais, et j'ai traduit. » L'un des cadres européens a ri. Il a dit quelque chose en anglais. Marianne a répondu en anglais, avec un accent fluide et naturel, sans quitter Roger des yeux. L'Européen a ri plus fort, appréciant l'audace. Roger a serré les dents, furieux. « Je plaisantais, Marianne, ce n'était pas sérieux. »
assez sérieux pour m'humilier devant tout le monde. Sa voix était calme, mais ferme comme de l'acier. Vous avez fait un pari. J'ai accepté, j'ai gagné. Un autre cadre, un homme plus âgé aux cheveux gris, est intervenu en parlant en italien. Marianne s'est tournée vers lui avec élégance. Elle a répondu dans la même langue. Il a souri, enchanté, et a continué la conversation. Roger a frappé la table de la paume de la main. « Ça suffit. Marianne, sortez d'ici tout de suite. » Le cadre aux cheveux gris a levé la main, arrêtant l'éclat de colère. Il a parlé en français, avec un accent marqué mais compréhensible. « Excusez-moi, monsieur Vasseur, mais je souhaiterais qu'elle reste. Nous avons besoin d'une traduction adéquate. Il semble qu'il y ait beaucoup de confusion ici. » Roger a tenté de protester, mais l'homme a continué. « Cette réunion implique des sommes très élevées. Nous ne pouvons pas nous permettre des failles de communication. Elle parle 4 langues. » Marianne a hoché la tête. « Allemand, anglais, italien et espagnol, en plus du français et du portugais. Impressionnant. » L'homme s'est penché en avant. « Antoine Dumont, je travaille au siège européen. Où avez-vous étudié ? » « À la Sorbonne, ici, à Paris. Ensuite, j'ai fait un master en linguistique à Madrid. » Roger a lâché un rire forcé et nerveux. « Marianne, vous n'avez pas besoin d'inventer des histoires pour vous faire bien voir. Je n'invente rien. » Elle a sorti son téléphone portable de la poche de son uniforme, a ouvert un dossier et a montré l'écran à Antoine. « Mes diplômes. Vous pouvez les vérifier si vous le souhaitez. » Antoine a pris le téléphone, a agrandi l'image pour voir les détails. Il l'a passé à l'Allemand, assis à côté de lui. Les deux ont échangé des regards d'approbation. « Monsieur Vasseur, » a dit Antoine, rendant le téléphone avec respect, « pourquoi une professionnelle avec ce curriculum travaille-t-elle comme femme de ménage ?» Roger a pâli, se retrouvant sans argument. « Je ne savais pas. Elle n'a jamais rien dit. »« Vous n'avez jamais demandé » a répondu Marianne tranchante. « En 2 ans de travail ici, vous ne m'avez jamais demandé mon nom de famille. Vous n'avez jamais demandé d'où je viens. Vous n'avez jamais rien demandé du tout. » Antoine a tourné son regard vers Roger, sévère. « Combien as-tu promis de lui payer ?» C'était une blague, Antoine. « Combien ?» Roger a dégluti difficilement, sentant le poids des regards. « 1500 €. » Antoine a sorti son portefeuille en cuir. Il a compté 300 € et les a posés sur la table en verre, juste devant Marianne. « Ceci couvre la compte. Et je veux que tu l'engages comme traductrice pour le reste de cette négociation. Officiellement, je ne peux pas simplement faire ça. Alors la réunion se termine ici. » Antoine s'est levé, fermant son dossier. Les autres Européens l'ont imité immédiatement. Roger a levé les mains, vaincu. « Attendez, attendez. D'accord, elle peut rester. Pour cette réunion. » Antoine a regardé Marianne avec un sourcil levé. « Vous acceptez ?» Elle a pris l'argent sur la table. Elle l'a plié avec soin et l'a mis dans sa poche. « J'accepte. » Roger s'est enfoncé dans son siège, humilié. Son visage était un masque de rage contenue. Les assistants autour de lui regardaient leurs papiers, évitant de croiser son regard. Marianne a tiré une chaise en cuir. Elle s'est assise à la table avec dignité. Elle a ouvert le bloc-notes de son téléphone. « Vous pouvez continuer. » Antoine a souri, satisfait. Il s'est rassis. « Parfait. Maintenant, nous pouvons avoir une vraie conversation. » Marianne s'est réveillée à 4h15 du matin. Le réveil n'avait même pas sonné. Son corps connaissait déjà l'heure par cœur. L'appartement était sombre et il faisait froid ce matin-là. Elle s'est levée du lit sans faire de bruit. Lucas et Juliette dormaient dans la chambre voisine, partageant le même lit simple. Elle avait promis d'acheter un autre lit. Elle l'avait promis il y a 8 mois. Dans la salle de bain minuscule, elle s'est lavé le visage à l'eau glacée pour se réveiller. Elle s'est regardée dans le miroir fêlé dans un coin. 42 ans. Elle en paraissait 50. Les cernes profonds ne disparaissaient plus avec rien. Elle a attaché ses cheveux en un chignon serré et pratique. Dans la cuisine, elle a mis l'eau à bouillir pour le café. En attendant, elle a préparé 2 sandwichs simples au jambon et fromage pour les enfants. Elle les a emballés dans du film alimentaire. Elle les a laissés sur le réfrigérateur avec un mot « petit déjeuner ».
N'oubliez pas de bien fermer la porte à clé. Je vous aime, maman. Elle a bu son café debout, se brûlant un peu la langue. Elle a mangé 2 biscottes sèches. Elle a pris son sac usé et est sortie avant que 5 heures ne sonnent. Le bus de nuit a tardé 20 minutes. Elle est restée debout tout le trajet jusqu'à la gare RER, s'agrippant fort à la barre métallique. 3 hommes dormaient sur les sièges arrière, la tête contre la vitre. Une femme allaitait un bébé enveloppé dans une couverture. Personne ne parlait. On n'entendait que le grondement du moteur et le crissement des freins. Elle est descendue à la Défense, quand la ville commençait à peine à s'éveiller. Elle a marché 6 longs blocs sur l'esplanade jusqu'à l'imposante tour de verre. Elle a passé son badge au portique à 5h40. L'entreprise occupait 20 étages de la tour. C'était à elle de nettoyer du 14e au 18e. Elle s'est changée dans les vestiaires du sous-sol. L'uniforme bleu marine sentait le désinfectant industriel même après lavage. Elle a pris son chariot avec les produits. Elle a commencé par le 18e étage. Les toilettes d'abord. Toujours les toilettes d'abord. 12 ans auparavant, cette routine n'existait même pas dans ses pires cauchemars. 12 ans auparavant, Marianne enseignait à la Sorbonne. Littérature comparée. Elle aimait l'amphithéâtre. Elle aimait l'odeur des vieux livres et du café de la machine universitaire. Elle aimait voir les yeux de ses étudiants s'illuminer lorsqu'ils comprenaient enfin un concept difficile. Elle s'est mariée avec Julien à 27 ans. Il était ingénieur civil. Ils avaient des projets solides, une maison, des voyages, peut-être 3 enfants. Lucas est né 2 ans après le mariage. Juliette est arrivée 3 ans plus tard. Puis Julien a reçu une proposition irrefusable. Une multinationale à Paris lui a offert un poste de direction. Le salaire était triplé. Il a demandé sa mutation. Elle a essayé de chercher quelque chose aussi, mais les universités parisiennes n'avaient pas de poste vacant pour sa spécialité à ce moment-là. « C'est temporaire », lui a dit Julien en la serrant dans ses bras. « Tu trouveras quelque chose après, tu verras. » Ils ont déménagé, ils ont loué un bel appartement à Neuilly. C'était un peu étroit, mais le quartier était excellent. Marianne a envoyé des CV partout, des dizaines. Personne ne l'a appelée. Le marché académique était saturé. Elle n'avait pas terminé son doctorat. Elle n'avait pas de piston ni de connexion dans la ville. Elle n'avait rien d'autre que son expérience passée. Julien travaillait 14 heures par jour, absorbé par l'entreprise. Marianne s'occupait des enfants, gérait la maison. Elle essayait de ne pas se sentir inutile. Elle essayait de ne pas regretter les tableaux noirs et les débats littéraires. Ensuite, Julien a commencé à rentrer tard, sentant l'alcool ou le parfum bon marché. Ensuite, ils ont cessé de converser au dîner. Ensuite, il a cessé de rentrer à la maison certaines nuits. Elle a découvert l'autre femme par accident, comme cela arrive souvent. Un message oublié sur l'écran de son téléphone. Elle l'a confronté le soir même. Il n'a même pas pris la peine de nier. Il a dit qu'il était fatigué de la routine. Il a dit qu'elle avait changé, qu'elle s'était laissée aller. Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour respirer. Il est parti à l'aube. Il a laissé 2 mois de loyer payé. Puis il a disparu dans la nature. Marianne l'a appelé des centaines de fois. Il ne répondait pas. Elle lui a envoyé des messages suppliants pour les enfants. Il l'a bloquée partout. Elle est allée jusqu'à son bureau à la Défense. La réceptionniste, gênée, lui a dit qu'il avait démissionné des semaines auparavant. Personne ne savait où il était allé. 3 mois plus tard, ses économies se sont envolées et elle a perdu l'appartement de Neuilly. Elle a pris les enfants, 2 valises avec l'indispensable et est allée dans un foyer d'hébergement. Ils y sont restés 6 semaines jusqu'à ce qu'elle réussisse à louer une chambre dans une colocation à Saint-Denis. Elle avait besoin d'argent, de toute urgence, pour manger, pour vivre. Elle a envoyé plus de CV, maintenant pour n'importe quoi. Rien. Elle a essayé de donner des cours particuliers d'anglais. Elle a trouvé 2 élèves. Ils ne payaient pas assez pour entretenir 2 enfants. Elle a vu une annonce collée sur un poteau. Recherche auxiliaire de nettoyage. Aucune expérience nécessaire. Embauche immédiate. Elle a appelé le jour même. Elle a été embauchée la même semaine. Les premiers mois, elle pleurait, enfermée dans les toilettes qu'elle nettoyait pendant ses pauses.
Elle cachait son visage dans ses mains pour que personne n'entende ses sanglots. Ses mains, autrefois habituées à tourner les pages des livres, sont devenues rugueuses à cause des produits chimiques. Son dos lui faisait mal chaque nuit. Elle prenait des analgésiques avant de dormir pour supporter le lendemain. Mais elle payait le loyer de la chambre. Elle mettait un repas chaud sur la table. Lucas et Juliette avaient des vêtements propres pour l'école. Elle a cessé de pleurer. Elle a appris à ignorer la douleur physique. Elle a appris l'art d'être invisible. Pendant 2 ans, personne ne lui a demandé son nom de famille. Personne ne lui a demandé d'où elle venait, ni à quoi elle rêvait. Personne ne lui a rien demandé au-delà de « Avez-vous déjà nettoyé le bureau de Monsieur Vasseur ?» Roger Vasseur ne l'a jamais regardé dans les yeux. Pas une seule fois en 2 ans. Il passait à côté d'elle dans les couloirs, en parlant au téléphone, comme si elle faisait partie de la tapisserie. Quand il avait besoin de quelque chose, il claquait simplement des doigts sans se retourner. « Madame, café, tout de suite !» Elle ravalait sa rage et sa fierté. Elle faisait le café. Elle le livrait en silence et se retirait. Mais aujourd'hui avait été différent. Aujourd'hui, elle avait cessé d'être invisible. Marianne a fini de nettoyer les dernières toilettes du 18e étage. Elle a rangé les produits dans le chariot avec des mouvements mécaniques. Elle a regardé par la baie vitrée du sol au plafond. Le soleil commençait à illuminer l'immensité de Paris, se reflétant sur la tour Eiffel au loin. Elle a touché la poche de son uniforme. Les 300 € étaient toujours là, un poids tangible. Ce n'était pas pour l'argent, même si elle en avait désespérément besoin. C'était pour sa voix. Elle avait enfin été entendue. La réunion a duré 4 heures intenses. Marianne a traduit chaque mot technique, chaque expression idiomatique, chaque pause significative, chaque ton de voix qui portait quelque chose au-delà du sens littéral. Roger est resté silencieux la plupart du temps, humilié dans sa propre salle de réunion. Ses assistants répondaient aux questions techniques. Ils signaient des documents la mâchoire serrée, sans regarder personne. Quand la réunion s'est terminée et que les préaccords ont été signés, il est sorti en trombe, sans se retourner. Antoine a été le dernier à se lever. Il a rangé les papiers dans sa serviette en cuir. Il a regardé Marianne avec un intérêt sincère. « Vous avez quelques minutes ?» Elle a regardé l'horloge murale. 7h40 du matin. Son tour de ménage commençait à 6 heures. Elle avait déjà presque 2 heures de retard sur ses tâches. Oui, ils sont allés jusqu'à la petite cafétéria du 16e étage. Antoine a servi 2 cafés de la machine. Il s'est assis à l'une des tables en plastique blanc destinées au personnel. Marianne est restée debout, hésitante. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Sans formalité. Elle s'est assise sur le bord de la chaise. Elle a tenu la tasse chaude à 2 mains pour se réchauffer les doigts. « Vous avez dit que vous avez un master », a commencé Antoine direct. « Pourquoi travaillez-vous ici au ménage ?» Marianne a pris une petite gorgée. Le café était brûlant, mais elle n'a pas bronché. « Parce que j'ai besoin de payer le loyer et de manger. Vous n'avez pas de famille pour vous aider ? J'ai 2 enfants, 10 et 7 ans. Ils dépendent de moi. Et le père, il a disparu il y a 3 ans. La terre l'a avalé. » Antoine a hoché la tête lentement, traitant l'information. Il n'y avait pas de pitié dans son regard, seulement une profonde compréhension. « Ma mère a élevé 3 enfants seuls en banlieue. Mon père est parti quand j'avais 8 ans. Elle a travaillé en nettoyant des maisons et des bureaux pendant 15 ans. » Marianne a levé les yeux, surprise par la confession. « J'ai grandi en la voyant se lever à 4 heures du matin, tout comme vous, en la voyant rentrer à 10 heures du soir, épuisée, en la voyant compter les pièces pour acheter du pain et du lait. Il a remué son café avec une touillette en bois. Elle ne s'est jamais plainte. Elle n'a jamais pleuré devant nous. Mais je l'entendais pleurer la nuit à travers le mur. Je savais. Comment vous en êtes-vous sorti? J'ai étudié comme un fou. J'ai obtenu une bourse complète. Ensuite, j'ai fait la fac le soir, tout en travaillant le jour dans un entrepôt. Il m'a fallu 12 ans pour obtenir mon diplôme en gestion. » Il a souri, mais c'était un sourire teinté de mélancolie. « Ma mère est morte 2 mois avant ma remise de diplôme. Elle ne m'a jamais vu recevoir le diplôme. » Marianne a baissé les yeux, sentant une boule dans la gorge. « Je suis vraiment désolé. Moi aussi. » Il a bu une longue gorgée de café. «
Mais elle m'a appris une chose vitale. La dignité ne vient pas du travail que vous faites. Elle vient de comment vous le faites, de qui vous êtes pendant que vous le faites. Silence. On n'entendait que le bourdonnement doux de la climatisation centrale. « Pourquoi me racontez-vous tout cela ?» a demandé Marianne, sincèrement confuse. « Parce que j'ai vu la façon dont vous avez tenu cette salle aujourd'hui. J'ai vu votre posture, votre calme sous la pression, la précision de vos mots. » Il a posé la tasse sur la table avec fermeté. « Vous n'avez pas agi comme quelqu'un désespéré de vengeance. Vous avez agi comme quelqu'un qui connaît sa propre valeur, malgré tout. Et que voulez-vous de moi? Rien. » Il a ouvert sa serviette et a sorti une carte de visite élégante. Il l'a fait glisser sur la table. « Je vous offre quelque chose. L'entreprise étend ses opérations en Europe du Sud et Amérique latine. Nous avons besoin de traducteurs spécialisés dans les contrats internationaux et les négociations de haut niveau. Quelqu'un qui comprenne les termes techniques, les nuances culturelles, la législation. » Marianne a regardé la carte sans la toucher. Lettres dorées sur fond noir. « Ce n'est pas de la charité, » a continué Antoine, lisant dans ses pensées. « C'est une opportunité d'affaires. Vous avez les qualifications que je recherche. J'ai besoin de professionnels compétents. C'est aussi simple que ça. Et Roger, c'est le directeur ici. Il ne décide pas de ça. C'est moi qui décide. Je coordonne l'expansion internationale. Roger ne fait qu'administrer les opérations locales. Ce sont des départements différents, des budgets différents. » Marianne a pris la carte. Elle l'a tournée entre ses doigts rugueux. « Combien ça paye ? 4 000 € par mois pour commencer. Plus 13e mois, mutuelle d'entreprise, horaire de bureau. Possibilité de télétravail quand nécessaire. » Elle a failli renverser la tasse. 4 000, c'était presque le triple de ce qu'elle gagnait en se tuant à la tâche maintenant. « C'est sérieux ? » Complètement sérieux. Il s'est levé, lissant son costume. « Mais j'ai besoin que vous m'envoyiez votre CV mis à jour à mon adresse mail avant demain. Et j'ai besoin de références académiques, anciennes, de la Sorbonne, ou d'ailleurs, si possible. Je les ai, j'ai tout gardé. Excellent. Alors, on se parle lundi pour formaliser. » Il a tendu la main. Marianne s'est levée aussi. Elle lui a serré la main. Sa poignée était ferme, professionnelle. Antoine s'est arrêté dans l'encadrement de la porte. « Ah !» Et Marianne. « Oui, aujourd'hui, vous n'avez pas humilié cet homme. Vous avez simplement montré qui il est en réalité. Il y a une grande différence. » Il est sorti. Marianne est restée seule dans la cafétéria. Elle a regardé la carte dans sa main. Antoine Dumont, coordinateur expansion internationale. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable. Elle a lu la carte 3 fois pour s'assurer que c'était réel. Ensuite, elle l'a mise dans sa poche, à côté des billets en euros. Elle a pris la tasse, l'a lavée dans l'évier avec soin. Elle l'a séchée, elle l'a remise à sa place. Quand elle est retournée au vestiaire, les autres collègues de ménage étaient en train de se changer. L'une d'elles, Madame Solange, une femme âgée et sage, l'a regardée avec curiosité. « C'est vrai que tu as parlé en allemand avec ces gros bonnets ?»« Oui, c'est vrai. » Et Monsieur Vasseur est devenu rouge de colère ? Il est devenu violet. Madame Solange a éclaté d'un rire sonore. Elle s'est frappée la cuisse. « J'aurais donné ma semaine pour voir sa tête. Quand il est sorti, on aurait dit qu'il avait avalé un citron entier. » Les autres femmes ont ri aussi, célébrant la petite victoire. Marianne a souri. Elle s'est changée, rangeant son uniforme. Elle a pris son sac. Dans le RER du retour, elle a réussi à s'asseoir près de la fenêtre. Le soleil était déjà haut et chauffait à travers la vitre. La ville défilait vite, chaotique. Voitures, gens qui couraient, bâtiments gris, tout passait en flash. Elle a sorti son téléphone. Elle a ouvert le dossier « Documents ». Ses diplômes scannés étaient là. Certificat de langue. Lettre de recommandation de professeurs émérites qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 10 ans. Elle avait cessé de regarder ce dossier. Elle avait cessé de l'ouvrir parce que ça faisait trop mal, parce que ça lui rappelait tout ce qu'elle avait perdu et ce qu'elle aurait pu être. Mais maintenant, pour la première fois en 3 ans, ces fichiers numériques signifiaient quelque chose de nouveau. Ce n'étaient pas seulement des souvenirs douloureux d'un passé meilleur, c'étaient des outils pour l'avenir.
Quand elle est arrivée à la maison, Lucas et Juliette regardèrent la télévision dans le petit salon. Juliette a sauté du canapé en la voyant. « Maman, tu as été longue. »« Pardon, mon amour. J'ai dû rester un peu plus au travail aujourd'hui. »« On a déjà pris le petit déjeuner, » a dit Lucas sans quitter des yeux le dessin animé. « Et on a mangé des nouilles instantanées. » Marianne a posé son sac sur une chaise. Elle est allée à la cuisine. Les assiettes en plastique étaient dans la poubelle. Les enfants avaient appris à se débrouiller seuls. Ils avaient appris à grandir trop vite pour leur âge. Elle a commencé à préparer du riz et du poulet pour le dîner. De la vraie nourriture. Pendant qu'elle cuisinait, Juliette s'est approchée et s'est appuyée contre le comptoir. « Maman, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr, dis-moi. Tu vas nettoyer des bureaux pour toujours ?» Marianne a éteint la gazinière. Elle s'est baissée pour être à la hauteur des yeux de sa fille. « Pourquoi me demandes-tu ça, chérie ? Parce que Chloé, ma copine d'école, a dit que sa maman est avocate, et la maman de Pierre est médecin. Et quand j'ai dit que tu nettoies des immeubles, elle a ri de moi. » Marianne a pris une profonde inspiration, sentant un pincement au cœur. Elle a pris le visage de sa fille entre ses mains. « Juliette, regarde-moi bien. Il n'y a pas de travail honteux. Il y a du travail digne. Je nettoie pour mettre de la nourriture sur cette table, pour payer tes cahiers, pour te donner ce dont tu as besoin. Et je n'ai pas la moindre honte de cela, et tu ne devrais pas en avoir non plus. Je sais, maman, je n'ai pas honte. Je voulais juste que tu n'aies pas à te lever si tôt et rentrer si fatiguée. » Marianne a serré sa fille fort dans ses bras. Elle l'a pressée contre sa poitrine. Juliette sentait le shampoing à la fraise et l'innocence. « Ça va s'améliorer. Je te promets que les choses vont s'améliorer très bientôt. » Et cette fois, quand elle l'a dit, elle y a cru elle-même. Lundi matin, Marianne a envoyé l'email avec son CV à 7 heures pile. Elle a joint les diplômes numérisés, les lettres de recommandation, l'historique complet de ses publications académiques et traductions précédentes. À 9h15, Antoine a répondu « Parfait, impressionnant. Réunion mercredi, 14 ans. Apportez les documents originaux pour vérification. » Elle a lu le message 5 fois pour s'assurer qu'elle ne l'avait pas imaginé. Ensuite, elle l'a montré à Madame Solange, dans le vestiaire, en secret. 4 000 €? Solange a écarquillé les yeux. « Ma fille, tu vas arrêter de travailler avec nous. » « Je ne sais pas encore, c'est juste un entretien, une réunion. Mais c'est une occasion en or. » Solange lui a serré le bras avec une affection maternelle. « Ne la laisse pas échapper, pour l'amour du ciel. » Le mercredi est arrivé lentement, en traînant. Marianne s'est réveillée à 4 heures, comme toujours, mais n'a pas réussi à se rendormir à cause du stress. Elle est restée à fixer les taches d'humidité au plafond, repassant mentalement ce qu'elle allait dire. Comment elle allait se présenter, si elle devait apporter un portfolio imprimé, si elle devait mentionner les 3 ans de ménage dans son CV ou focaliser la conversation uniquement sur ses qualifications académiques antérieures. À 1h30 de l'après-midi, elle a troqué son uniforme contre un chemisier blanc impeccable et un pantalon noir élégant qu'elle avait gardé au fond de l'armoire. La seule tenue formelle qui lui restait. Elle a détaché ses cheveux et les a coiffés avec soin. Elle a mis un peu de rouge à lèvres discret. Elle s'est regardée dans le miroir des toilettes du personnel. Elle ne ressemblait pas à une femme de ménage, mais elle ne se sentait pas encore tout à fait comme une cadre. Elle ressemblait à quelqu'un entre les deux, quelqu'un en transition, quelqu'un qui essayait de renaître. La réunion a eu lieu au 12e étage, dans le bureau des ressources humaines. Antoine était là, avec 2 femmes du département du personnel. Ils ont révisé les documents minutieusement. Ils lui ont posé des questions sur son expérience, sur les vides dans son historique. Ils lui ont demandé de traduire des paragraphes techniques de contrats juridiques en temps réel pour tester sa vitesse. Elle n'a rien raté. Elle a traduit avec une précision chirurgicale. À 3h40, l'une des femmes des RH a souri et a fermé le dossier. « Bienvenue dans l'équipe, Marianne. Pouvez-vous commencer lundi prochain ?» Elle a à peine réussi à articuler un mot, la gorge nouée par l'émotion. « Oui, je peux. Excellent. Vous recevrez l'offre formelle et le contrat par email aujourd'hui même. » Quand elle est sortie du bureau, ses jambes tremblaient, comme de la gelée.
Elle est entrée dans les toilettes visiteurs, s'est enfermée dans une cabine et a laissé les larmes couler librement. Silencieuse, mais libératrice. 3 ans de poids et d'angoisse sortaient de son corps d'un seul coup. Ensuite, elle s'est lavé le visage à l'eau froide. Elle est retournée au vestiaire du sous-sol. Madame Solange prenait sa pause café. Elle a vu le visage de Marianne et a su immédiatement. « Tu as réussi ?»« J'ai réussi. » Solange s'est levée d'un bond et l'a serré fort, lui coupant presque le souffle. « Dieu merci, ma fille, merci au ciel. » Marianne a travaillé jusqu'à la fin de cette semaine avec le même dévouement que toujours. Elle a nettoyé chaque étage, chaque bureau. Le vendredi, elle a rendu son uniforme propre et plié. Le superviseur a signé sa démission. Elle a ramassé ses affaires. Elle est sortie par la porte de service, cette porte arrière grise, pour la dernière fois de sa vie. Le lundi suivant, elle est entrée par la porte principale tournante en verre. Elle a passé son nouveau badge d'employée administrative au portique. Le lecteur a émis un bip d'approbation. Elle est montée par l'ascenseur des cadres jusqu'au 12e étage. Son bureau était près de la baie vitrée. Elle avait un ordinateur moderne, un téléphone, un agenda en cuir. Elle s'est assise sur la chaise ergonomique et a respiré l'air conditionné propre. Antoine est passé près de son poste. « Tout est en ordre ? » ?»« Oui. Merci beaucoup pour tout. Vous n'avez pas à remercier. Faites juste bien votre travail. » Et elle a travaillé. Elle a traduit des contrats compliqués entre Paris et Berlin, entre Rome et Madrid, entre Bruxelles et Londres. Elle a révisé des termes juridiques, des clauses d'exclusivité, des accords commerciaux internationaux. Le travail était intense et mentalement fatigant, mais elle l'aimait. Elle aimait utiliser son cerveau à nouveau au maximum. Elle aimait cette sensation d'avoir un but intellectuel. Le premier salaire est arrivé à la fin du mois, un virement substantiel, net d'impôts. Marianne a regardé le solde sur l'application de la banque 3 fois. Elle a pleuré de nouveau, assise dans le salon de chez elle. Mais cette fois, c'était différent. C'était un pur soulagement. Elle a payé le loyer de la chambre en avance. Elle est allée au supermarché et a acheté de la vraie nourriture, de la viande rouge, des fruits frais, des légumes, des yaourts de marque. Elle a acheté le nouveau lit qu'elle avait promis à Juliette. Elle a emmené les enfants manger une pizza dans un restaurant du centre. Lucas a mangé une pizza entière, à lui tout seul. Juliette a commandé une glace géante en dessert. « Maman, on a gagné au loto ?» a demandé Lucas, les yeux écarquillés. « Non, mon amour, maman a trouvé un meilleur travail. »« Genre quoi ? » ?»« Je suis traductrice. Je travaille avec les langues. J'aide les gens à se comprendre. »« Comme une maîtresse ?»« Similaire, mais dans un bureau. » Juliette a souri avec la bouche tachée de chocolat. « Maintenant, tu n'as plus à nettoyer les toilettes. Je n'ai plus à le faire. C'est bien parce que tu mérites des choses meilleures, maman. » Marianne a pris la petite main de sa fille sur la table. Elle l'a serrée doucement. Les semaines ont passé en un éclair. La routine a changé radicalement. Maintenant, elle se réveillait à 6 heures, 1 heure humaine. Elle préparait un petit déjeuner complet. Œufs, tartines, jus. Elle emmenait les enfants à la grille de l'école. Elle prenait le RER jusqu'à la Défense. Elle travaillait de 8 heures à 17 heures. Elle rentrait à la maison à 18h30. Elle avait du temps. Elle avait de l'énergie. Elle avait une vie à nouveau. Un après-midi, Antoine l'a appelée dans son bureau privé. « Asseyez-vous, je dois vous dire quelque chose. » Marianne s'est assise, tendue, pensant qu'elle avait commis une erreur. « Il se passe quelque chose de grave ?» « Pas du tout. Bien au contraire. » Il a tourné l'écran de l'ordinateur vers elle. « Regardez ça. » C'était un email du siège à Berlin. Il faisait l'éloge de la traduction de Marianne. Il disait que c'était la plus précise et naturelle qu'ils aient reçue depuis des années d'opération en France. Il demandait explicitement d'utiliser ses services pour tous les futurs contrats de la région. « Vous impressionnez des gens très importants en Europe », a dit Antoine avec fierté. « Continuez comme ça. » Elle est sortie du bureau en ayant l'impression de flotter. Mais tout n'était pas rose. Certaines collègues du 12e étage la regardaient avec méfiance et suspicion. Elle murmurait dans son dos quand elle allait prendre un café. L'une d'elles
Patricia a été directe et cruelle un jour dans le couloir. Tu étais celle du ménage ici, n'est-ce pas? Oui, je l'étais. Et maintenant tu te sens à notre niveau, nous qui avons des masters. Je fais mon travail, comme tout le monde ici. Patricia a croisé les bras, la regardant de haut en bas. Je trouve ça juste très bizarre. Quelqu'un qui récurait les toilettes traduit maintenant des contrats de plusieurs millions d'euros. Ce qui serait bizarre, ce serait d'avoir un master et de continuer à nettoyer les toilettes parce que personne ne te donne une chance. Patricia n'a pas su quoi répondre. Elle a fait une grimace et a tourné les talons, s'éloignant bruyamment. Mais Antoine a entendu la conversation depuis sa porte. Il est passé à côté de Marianne et a murmuré « Ignorez-la ». L'envie n'a jamais rien produit d'autre que de l'amertume chez celui qui l'éprouve. Elle a appris à ignorer les commentaires venimeux. Elle s'est concentrée sur le travail. Elle a tout rendu avant la date limite. Elle a dépassé les attentes, fois après fois. Un jeudi, Roger Vasseur est entré dans l'ascenseur en même temps qu'elle. Il ne l'a pas regardée. Il a fait semblant d'être très occupé à écrire sur son téléphone. Marianne est restée silencieuse, digne. L'ascenseur montait en bourdonnant. Au 12e étage, elle est sortie. Roger a continué vers les étages supérieurs. Avant que les portes en acier ne se ferment, il l'a regardée. Ce n'était qu'une fraction de seconde. Mais elle l'a vu clairement. Rage, humiliation, un ressentiment profond. Elle n'a pas éprouvé de pitié pour lui, pas du tout. À la maison, les choses ont changé aussi en mieux. Lucas a commencé à faire ses devoirs sans que personne ne le supplie. Juliette chantait plus souvent. La petite chambre en colocation, bien que modeste, semblait plus légère, comme si les murs avaient absorbé le changement d'énergie positive. Un vendredi soir, Marianne s'est assise sur le canapé avec les deux. Juliette a posé sa tête sur l'épaule de sa mère. « Maman, tu es plus heureuse maintenant. »« Je le suis, ma vie. »« Ça se voit. »« Comment ça se voit ? » ?»« Tu souris plus, et tu ne soupires plus tristement quand tu crois qu'on ne te regarde pas. » Marianne a embrassé la tête de sa fille. « Pardonnez-moi si je vous ai inquiété avant. »« Tu n'as rien fait de mal, » a dit Lucas, mûr, sans quitter la télé des yeux. « Tu étais juste très fatigué. Maintenant tu vas mieux. » Elle les a enlacés tous les deux, formant un sandwich humain. Elle les a serrés fort. Ils étaient son tout. Ils l'avaient toujours été. Et maintenant, enfin, elle pouvait leur donner un peu plus que la simple survie de base. Elle pouvait leur donner de la stabilité. Elle pouvait leur donner de la sécurité. Elle pouvait leur donner l'espoir d'un avenir. À la fin du 2e mois, Antoine l'a appelé de nouveau. Il y a une conférence importante à Lyon le mois prochain, 3 jours. Traduction simultanée pour investisseurs européens et locaux. Ça vous intéresse d'y aller? Bien sûr que oui. Parfait. Vous aurez le défraiement complet et une prime journalière. Et c'est une excellente occasion de faire du réseautage. Marianne est sortie du bureau et a appelé Madame Solange pendant sa pause. « Tu te souviens que tu m'avais dit que j'irais loin ?»« Bien sûr que je m'en souviens. Tu avais raison. » Solange a ri à l'autre bout du fil. « J'ai toujours raison, ma fille. Tu devrais le savoir maintenant. » Marianne a raccroché avec un sourire. Elle a regardé par la baie vitrée du 12e étage. Paris s'étendait jusqu'à l'horizon, laborieuse, vibrante, gratte-ciel, avenue, millions de personnes, mouvement constant, la vie qui se déroulait, et elle, enfin, en faisait partie de nouveau. Pas comme une ombre invisible, pas comme quelqu'un de jetable, mais comme quelqu'un qui comptait. 3 semaines plus tard, Marianne révisait un contrat urgent quand Patricia est apparue à son bureau. Elle a laissé tomber un dossier sur son clavier avec brusquerie. « Antoine a demandé que tu révises ça, c'est urgent. » Marianne l'a ouvert. C'était un contrat crucial avec une entreprise allemande. 15 pages denses. Il devait être prêt avant 17 heures. Elle a regardé l'horloge. 15h40. « Pourquoi tu me le donnes seulement maintenant ?» Patricia a haussé les épaules, indifférente. « Je viens juste de le recevoir. Un problème ? Aucun. » Elle a travaillé à une vitesse impressionnante. Elle a traduit, révisé, vérifié chaque clause juridique. À 16h50, elle a envoyé le fichier finalisé sur l'email d'Antoine. Elle a soupiré, soulagée d'avoir réussi. Le lendemain matin, Antoine est entré au 12e étage avec le visage sombre. Il est allé droit au bureau de Marianne. « Marianne, dans mon bureau, tout de suite. » Elle s'est levée,
sentant un froid dans l'estomac. Elle a senti les regards curieux et moqueurs des autres collègues. Elle l'a suivi en silence. À l'intérieur du bureau, Antoine a fermé la porte. Il ne lui a pas demandé de s'asseoir. Le contrat que vous avez traduit hier, il est bourré d'erreurs graves. Marianne est restée glacée. Comment ça? Il a ouvert son ordinateur portable et a tourné l'écran. Regardez ça, clause 3. Vous avez traduit délai de livraison par délai de paiement. Clause 7. Vous avez inversé les valeurs monétaires. Clause 10. Vous avez utilisé le mauvais terme juridique. Le client allemand l'a renvoyé furieux. Il a dit que c'est inacceptable et amateur. Elle s'est approchée de l'écran. Elle a lu les phrases surlignées. Son cœur s'est emballé. Antoine, J'ai traduit ça correctement, j'en suis sûr. Avez-vous le fichier original que vous avez envoyé? Oui, je l'ai. Elle a sorti son téléphone, a ouvert les éléments envoyés, elle a cherché le document joint. C'est ici. Regardez vous-même. Antoine a ouvert le fichier depuis le téléphone. Il a lu. Il a froncé les sourcils, confus. Ce n'est pas le fichier qui est arrivé au client. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a pris son ordinateur portable, a ouvert un autre fichier. Il a mis les deux côte à côte. Ils étaient différents. Le fichier que Marianne avait envoyé était impeccable. Celui arrivé au client était plein d'erreurs introduites délibérément. Quelqu'un a altéré le document, a dit Marianne, la voix tremblante de rage. Après que je l'ai envoyé, Antoine s'est passé la main sur le visage, frustré. Qui a accès au système d'envoi? Tout le monde dans le département. Et les managers. Il a fermé l'ordinateur portable d'un coup sec. Je vais enquêter à fond. Mais en attendant, le client est furieux. Il a menacé d'annuler le contrat. Nous parlons de 5 millions d'euros. Antoine, je vous jure sur mes enfants que je sais. Il a levé la main pour la calmer. Je vous crois, je sais comment vous travaillez, mais je dois résoudre ce désastre. Restez en dehors de ça et laissez-moi faire. Elle est sortie du bureau, les jambes molles. Elle est retournée à son bureau. Patricia l'a regardée du coin de l'œil avec un petit sourire triomphant. Marianne a fait semblant de ne pas la voir, mais à l'intérieur, elle bouillait. 2 jours plus tard, un autre problème a surgi. Un email anonyme est arrivé à l'adresse des ressources humaines. Un signalement éthique. Il disait que Marianne Legrand avait falsifié ses diplômes, qu'elle n'avait jamais fait de master, que tout était une farce. Les RH l'ont convoquée immédiatement. Ils ont exigé les documents originaux une fois de plus. Elle a tout apporté. Diplôme apostillé, relevé de notes, lettre de recommandation certifiée par notaire. Tout semble en ordre, a dit la coordinatrice RH, vérifiant à la loupe. Mais par protocole, nous devrons appeler la Sorbonne et l'Institut à Madrid pour confirmer l'authenticité directement à la source. Vous pouvez appeler qui vous voulez. Ils ont appelé. Ils ont confirmé. Marianne Legrand, licenciée en lettres modernes, master en linguistique appliquée, tout vrai, tout officiel. La plainte a été classée sans suite, mais le mal à sa réputation était déjà fait. La rumeur a couru comme une traînée de poudre à travers tout l'étage. Certaines personnes ont commencé à la regarder différemment, avec doute, avec suspicion. La semaine suivante, elle a été assignée pour traduire lors d'une réunion critique avec des investisseurs italiens. Elle s'est préparée de manière obsessionnelle. Elle a étudié les termes techniques financiers. Elle a révisé le vocabulaire spécifique de l'industrie. Le jour de la réunion, elle est arrivée à 7h30, une demi-heure avant. La salle de réunion était vide. Elle a vérifié l'email de confirmation sur son portable. La réunion était marquée pour 8h pile. Salle de conférence C, 15e étage. À 8h15, le téléphone a vibré. C'était Antoine. « Marianne, où diable êtes-vous » ? En salle C, j'attends qu'ils arrivent. La réunion est en salle B, 16e étage. Nous sommes tous ici à vous attendre. Elle a couru vers l'escalier de secours. Elle a monté les marches 4 à 4. Elle est entrée dans la salle B à 8h20, haletante. Tous étaient déjà assis. Les Italiens l'ont regardée avec impatience et désapprobation. Antoine était visiblement tendu. « Excusez le retard », a-t-elle dit, essayant de reprendre son souffle. L'un des Italiens a murmuré quelque chose d'âpre dans sa langue. Elle a traduit pour Antoine par inertie.
Il a dit que le manque de ponctualité est un manque de respect absolu. La réunion s'est poursuivie, mais l'atmosphère était viciée. Marianne a tout traduit parfaitement, mais la tension n'a jamais quitté la salle. À la fin, Antoine l'a appelé à l'écart dans le couloir. Que s'est-il passé? Vous n'arrivez jamais en retard. L'email disait « Salle C, 15e étage ». J'ai la confirmation ici. Montrez-moi. Elle a ouvert son téléphone. Elle a cherché l'email. Le texte avait changé. Maintenant, il disait clairement « Salle B, 16e étage ». Mais elle avait la certitude absolue de ce qu'elle avait lu la veille au soir. « Quelqu'un entre dans mes affaires », a-t-elle dit, sentant un frisson. « Quelqu'un essaie de me saboter systématiquement. » Antoine a pris une profonde inspiration, regardant autour de lui. « Avez-vous une idée de qui ?» Elle n'a pas répondu le nom, mais tous deux savaient exactement qui c'était. L'après-midi même, Marianne sortait déjeuner quand elle a vu Roger converser avec Patricia dans un coin près des ascenseurs. Il lui a remis un papier plié discrètement. Les deux ont ri à voix basse, avec complicité. Patricia a mis le papier dans son sac. Marianne est passée près d'eux. Roger ne l'a même pas regardé, mais elle a senti l'onde expansive de sa satisfaction. Le plaisir subtil de la voir trébucher est tombé. Le soir, à la maison, Lucas a remarqué que sa mère était inhabituellement silencieuse. « Maman, tout va bien ?»« Oui, mon fils, tout va bien. »« C'est pas vrai. Tu joues avec la nourriture et tu ne manges rien. » Elle a laissé la fourchette sur l'assiette. « J'ai quelques problèmes au travail, c'est tout. » « Quel genre de problème ? » « Rien dont vous deviez vous inquiéter. » Mais elle était inquiète, terrifiée. Parce que si une erreur de plus se produisait, si une seule chose de plus tournait mal, Antoine ne pourrait pas la protéger. L'entreprise ne tolérerait pas d'autres échecs. Pas avec 5 millions d'euros en jeu. Et Roger le savait parfaitement. Le vendredi, elle a reçu un email urgent des ressources humaines. Objet. Réunion obligatoire. Lundi 9h. Il n'y avait pas d'autres détails dans le corps de l'email. Seulement l'heure et le lieu. Elle l'a montré à Antoine. Il a fermé les yeux, se massant les tempes. « Je serai là avec vous. Ils vont me virer? Pas si je peux l'éviter. » Mais sa voix ne semblait pas confiante. Elle semblait fatiguée, usée par la bureaucratie. Marianne est sortie de l'immeuble à 17h30. Elle a pris le RER à l'heure de pointe, écrasée dans la foule. Elle est restée debout, agrippée à la barre en métal. Les lumières du tunnel passaient vite. Obscurité, lumière, obscurité, lumière. 3 mois plus tôt, elle était sortie de l'invisibilité. Elle avait récupéré sa voix, son identité. Elle était revenue à l'existence. Maintenant, quelqu'un essayait de l'effacer à nouveau, de la repousser dans l'ombre. Et le pire, ça fonctionnait. Lundi, 9h du matin. Marianne est entrée dans la salle de réunion du 18e étage. La table était pleine de gens importants. Antoine était d'un côté, sérieux. 3 personnes des RH, 2 directeurs régionaux qu'elle n'avait jamais vus en personne, et Roger Vasseur, assis de l'autre côté, les bras croisés, et une expression de triomphe contenue. La coordinatrice RH, Madame Fernanda, a indiqué une chaise vide. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Marianne s'est assise. Elle a mis son sac sur ses genoux, l'étreignant comme un bouclier. Ses mains transpiraient froid. « Marianne, nous sommes ici pour discuter d'une série d'incidents préoccupants impliquant votre performance, » a commencé Fernanda, formelle. « Erreurs graves dans les traductions, retards inexplicables lors de réunions clés, dénonciations anonymes sur vos qualifications. Nous devons éclaircir tout cela une fois pour toutes. » Je comprends. Roger s'est penché en avant, intervenant. « Madame Fernanda, si vous me permettez. Je voudrais ajouter quelque chose pour donner du contexte. » « Allez-y, Roger. » Il a ouvert un dossier épais, il a sorti plusieurs papiers et graphiques. Depuis que Madame Marianne a été promue de son poste précédent, nous avons eu 4 incidents graves. Un contrat presque annulé avec l'Allemagne, 5 millions d'euros à risque par incompétence, une réunion avec des investisseurs italiens commencée avec 20 minutes de retard, et des doutes sur l'authenticité de ces diplômes. Les dénonciations sur les diplômes ont été investiguées, a interrompu Antoine, tranchant. Tout a été confirmé comme vrai et légitime.
Oui, mais le fait est qu'il y a eu des dénonciations. Cela génère de la méfiance dans l'environnement de travail, a répliqué Roger, feuilletant ses papiers. Et nous avons des plaintes de collègues. Ils disent que Marianne a du mal à s'adapter à la culture d'entreprise, qu'elle est résistante à l'autorité. Marianne a pris une profonde inspiration contrôlant son envie de crier. Résistante à quoi exactement? Au feedback, aux orientations, à la façon dont nous faisons les choses dans cette entreprise. Qui s'est plaint? Roger a regardé Fernanda, cherchant du soutien. Je ne peux pas révéler les identités. Ce sont des plaintes confidentielles pour protéger l'employé. Antoine a frappé la table de la main. C'est ridicule, et vous le savez. Elle a 3 mois de travail impeccable. Éloge direct de Berlin et Rome. Livraison avant l'échéance. Tu inventes des problèmes là où il n'y en a pas. Je n'invente rien. Je protège les intérêts de l'entreprise. Tu protèges ton ego fragile, a répondu Antoine, sans filtre. Parce qu'elle t'a humilié devant tout le monde il y a 3 mois. Roger est devenu rouge de colère. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a tout à voir. Fernanda a levé la main, autoritaire. Assez, nous ne sommes pas ici pour échanger des accusations personnelles. Elle a regardé fixement Marianne. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Marianne a ouvert son sac. Elle a sorti sa tablette personnelle. Elle l'a posée sur la table. J'ai beaucoup à dire. Puis-je vous montrer? Allez-y. Elle a déverrouillé l'écran et ouvert un fichier. Elle a tourné la tablette pour que tous puissent voir. Ceci est le contrat que j'ai envoyé pour l'Allemagne. Sans erreur. Une traduction parfaite. Je l'ai envoyé à 17 h le 15. Voici la date et l'heure. Elle a fait glisser son doigt pour montrer le document suivant. Ceci est le contrat qui est arrivé au client. Plein d'erreurs intentionnelles, envoyé à 19 h le même jour, 2 heures plus tard, depuis le terminal de l'ordinateur de Patricia. Silence sépulcral dans la salle. Comment avez-vous obtenu ces informations? A demandé Fernanda, surprise. J'ai demandé de l'aide à un contact à l'IT. Ils ont tracé l'historique du fichier. Il a été modifié et renvoyé délibérément, pas par moi. Fernanda a regardé l'un des directeurs. Il a hoché la tête gravement. Elle a continué. Et la réunion avec les Italiens? Marianne a montré une autre capture d'écran. Ceci est l'email original que j'ai reçu. Salle C, 15e étage. Capture d'écran faite à 22 h dimanche. Quand je suis arrivé au bureau lundi, l'email sur le serveur avait été altéré. Salle B, 16e étage. Quelqu'un avec un accès administrateur a modifié le rendez-vous dans mon calendrier. Roger a remué inconfortablement sur sa chaise. Ça ne prouve rien. Ça pourrait être une erreur système. Ça prouve que quelqu'un sabote mon travail activement. Ou ça prouve que tu es paranoïaque et cherches des coupables, a attaqué Roger. Antoine s'est tourné vers lui. Implacable. Roger, as-tu demandé à Patricia d'altérer ses fichiers? Bien sûr que non, c'est absurde. Alors, pourquoi as-tu été vu conversant avec elle seules 3 fois la semaine dernière? Pourquoi lui as-tu remis des documents confidentiels dans le couloir? Ce sont des affaires internes de mon département. Patricia ne travaille pas dans ton département. Elle travaille dans le mien. Roger a ouvert la bouche pour se défendre, mais l'a refermée n'ayant pas de réponse. L'un des directeurs, M. Laurent, un homme aux cheveux blancs et à la présence imposante, s'est raclé la gorge. « Monsieur Vasseur, depuis combien de temps travaillez-vous pour cette entreprise ?»« 12 ans, monsieur. Et en ce temps, combien de personnes avez-vous supervisé? Je ne connais pas le nombre exact, des centaines peut-être. Combien de ces personnes étaient des femmes noires ou issues de la diversité en position de leadership ?» Roger a hésité, visiblement nerveux. Je ne le sais pas avec certitude. Aucune, a dit Marianne d'une voix ferme et claire. J'ai vérifié l'organigramme historique. En 12 ans, M. Roger n'a jamais promu une seule femme noire. Il n'a jamais embauché une femme issue de l'immigration pour un poste de direction. Il n'en a jamais proposé une pour la formation de leadership. Ça ne veut rien dire, a protesté Roger, en sueur. J'embauche au mérite, pas par quota. Et toutes les femmes qui sont passées par votre département n'avaient pas de mérite, a demandé Antoine, le mettant au pied du mur. Je n'ai pas dit ça. Alors, que dites-vous exactement? Roger est resté silencieux, piégé.
Fernanda a feuilleté quelques papiers d'un dossier séparé. Monsieur Vasseur, il y a 3 procédures archivées contre vous les années précédentes. 2 pour harcèlement moral, 1 pour discrimination, toutes résolues par des accords internes et confidentiels. Vous étiez au courant de cela, monsieur Laurent? Le directeur a hoché la tête avec gravité. Je le savais, et ce fut une erreur monumentale de notre part de laisser passer. Marianne a regardé Roger. Il évitait son regard à tout prix. Pour la première fois, il semblait petit, insignifiant. J'ai travaillé 2 ans dans cette entreprise, a commencé à dire Marianne, la voix contrôlée mais chargée d'émotion. 2 ans à nettoyer les sols que vous piétinez sans regarder. 2 ans à écouter vos conversations comme si je faisais partie des meubles. 2 ans à être invisible pour vous. Et pendant tout ce temps, personne ne m'a demandé mon nom complet. Personne n'a demandé d'où je venais. Personne n'a demandé si j'avais une famille, des rêves, une histoire. J'étais juste la femme de ménage. Elle a pris une profonde inspiration, prenant des forces. Mais j'avais un nom, j'avais une formation universitaire, j'avais de la dignité. Et quand j'ai eu l'occasion de le prouver, quand enfin vous m'avez donné une chance d'utiliser ce que je sais faire, quelqu'un a tenté de m'abattre. Pas parce que j'ai échoué, mais parce que j'ai osé monter. Roger fixait ses papiers sans lever les yeux. Vous voulez savoir si j'ai du mal avec le feedback? Je n'en ai pas, j'ai du mal avec le sabotage. Vous voulez savoir si je suis résistante? Je le suis. Je suis résistante au fait d'être traitée comme inférieure, juste parce qu'un jour, j'ai nettoyé vos toilettes. Sa voix est devenue plus ferme, résonnant dans la salle. J'ai fait mon travail, je l'ai bien fait, j'ai les preuves, j'ai les éloges des clients, j'ai des livraisons impeccables. Si ce n'est pas suffisant pour vous, alors le problème n'est pas en moi, il est dans cette entreprise. Silence absolu. Personne ne bougeait. Fernanda a fermé le dossier d'un coup sec. Elle a regardé Roger. « Monsieur Vasseur, vous êtes suspendu de vos fonctions immédiatement pendant que nous enquêtons à fond sur ces accusations. Nous interrogerons Patricia, nous ferons un audit de tous les fichiers numériques. Et selon ce que nous trouverons, des mesures légales seront prises. » Roger s'est levé brusquement. « C'est un outrage. J'ai construit la moitié de ce département. Et vous avez failli détruire sa réputation complètement, » a dit monsieur Laurent, froid comme la glace. « Vous pouvez disposer. » Roger est sorti de la salle. Il a claqué la porte en sortant. Fernanda a regardé Marianne avec douceur. « Je suis vraiment désolé pour ce que vous avez dû traverser, Marianne. Nous allons corriger tout cela. » Antoine a souri légèrement. « Elle mérite bien plus que des excuses. » Monsieur Laurent a hoché la tête. « Je suis d'accord. » Il a regardé Marianne directement. « Nous aimerions vous offrir le poste de coordinatrice générale des traductions. Une augmentation de 30% sur votre salaire actuel. Vous aurez votre propre équipe. Bureau privé au 18e étage. Vous acceptez ?» Marianne a cligné des yeux, incrédule. Les mots tardaient à être traités. « Oui, j'accepte. » « Excellent. Antoine vous aidera dans la transition. » La réunion s'est terminée. Marianne est sortie dans le couloir. Antoine lui a mis une main sur l'épaule, fraternelle. « Vous avez été incroyable là-dedans. » Je tremblais de peur. « Ça ne s'est pas vu du tout. » Elle a souri. Pour la première fois depuis des semaines, elle a souri vraiment, l'âme légère. 3 jours plus tard, Roger Vasseur a été licencié définitivement. Patricia a été transférée dans une succursale mineure en province. Et Marianne a déménagé au 18e étage. Le bureau avait des parois de verre, une vue panoramique sur tout Paris, un large bureau en bois, un nouvel ordinateur de dernière génération. Et une plaque argentée sur la porte. Marianne Legrand, coordinatrice traduction. Elle a touché la plaque du bout des doigts. Elle a senti le relief des lettres. Son nom, visible, reconnu. Réel. 6 mois plus tard, Marianne s'est réveillée à 7 heures du matin. Pas à 4 heures, pas dans le noir, à 7 heures, avec la lumière du soleil entrant doucement par la fenêtre de son nouvel appartement. Elle a préparé du café en grains, des crêpes moelleuses, du jus d'orange frais. Lucas et Juliette se sont assis à table encore en pyjama. Ils ont mangé lentement, sans hâte, conversant sur l'école, sur les projets pour le week-end.
Maman, je peux inviter Chloé à dormir ici samedi? A demandé Juliette. Tu peux, mais tu dois ranger ta chambre avant. Je le promets. Marianne a emmené les enfants à l'école. Pas en bus ni en métro. En voiture. Une berline d'occasion, mais qui fonctionnait à merveille. Elle l'avait achetée le mois dernier. Elle avait donné la compte et payé les mensualités confortablement. Ensuite, elle a conduit jusqu'au bureau à la Défense. Elle s'est garée à sa place assignée au sous-sol. Elle est montée par l'ascenseur, 18e étage. Son étage. Son équipe comptait 5 personnes maintenant. Tous des traducteurs jeunes et talentueux, tous qualifiés. Elle dirigeait les réunions hebdomadaires, distribuait la charge de travail, révisait la qualité. Elle guidait avec empathie. Ce matin-là, une nouvelle traductrice est arrivée. Camille, 24 ans, fraîchement diplômée, visiblement nerveuse. Marianne l'a reçue à la porte de son bureau avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, Camille. Entrez, asseyez-vous. Voulez-vous un café? » « Oui, s'il vous plaît. » Elles ont conversé pendant une demi-heure. Marianne lui a expliqué avec patience comment fonctionnait le département, les attentes de qualité, les projets en cours. Camille écoutait attentivement, prenant des notes sur un carnet. « Vous semblez beaucoup plus calme que moi, » a dit Camille, riant nerveusement. « Lors de mon premier jour ici, je tremblais tellement que j'ai renversé le café sur la table de réunion, » a confessé Marianne. « Vous vous habituerez, vous verrez. J'espère que oui. Vous le ferez, et si vous avez besoin d'aide, ma porte est toujours ouverte. Toujours. » Camille s'est détendue visiblement. « Merci beaucoup, madame. » Dans l'après-midi, Antoine est passé par son bureau. « Vous avez une minute? » « Bien sûr, entrez. » Ils sont allés jusqu'à son bureau. Il lui a servi un verre d'eau. Il s'est assis. « Je voulais vous montrer quelque chose. » Il a pris un rapport relié. Les chiffres de satisfaction des clients européens. Depuis que vous avez pris la coordination, ils ont augmenté de 40%. Les plaintes sont tombées à zéro absolu. Vous faites un travail exceptionnel, Marianne. C'est l'équipe. Ils sont très bons. L'équipe est bonne parce que vous savez diriger. Il a fermé le rapport. Et il y a autre chose. La direction veut étendre le département traduction. Ils veulent doubler la taille pour l'année prochaine. Vous vous sentez d'attaque? Doubler? 10 personnes en plus de projets internationaux, plus de responsabilités, et un ajustement salarial considérable, bien sûr. Marianne a pris une profonde inspiration, sentant la bonne adrénaline. Je me sens d'attaque. Excellent. Nous verrons les détails la semaine prochaine. Quand elle est sortie du bureau d'Antoine, elle s'est appuyée un instant contre le mur du couloir. Elle a fermé les yeux. Elle a souri à elle-même, savourant le moment. Le vendredi, elle est sortie à 17 heures pile. Elle est allée chercher les enfants à leurs activités. Elle les a emmenés chez un glacier artisanal. Ils se sont assis à une petite table sur le trottoir, regardant les gens passer. « Maman, je peux te demander quelque chose ?» a dit Lucas, léchant sa glace au chocolat. « Dis-moi, papa te manque ?» Marianne ne s'attendait pas à cette question. Elle est restée silencieuse quelques secondes, cherchant la vérité. Parfois, mais pas de la façon dont tu l'imagines. Dans quel sens? L'idée que j'avais de lui me manque, de ce que je croyais que nous étions. Mais l'homme réel ne me manque pas, parce que l'homme réel nous a abandonnés quand nous en avions le plus besoin. Juliette a tourné sa glace avec la cuillère. Tu crois qu'il reviendra un jour? Je ne sais pas, ma fille, et honnêtement, ça n'a plus d'importance. Nous allons bien, nous trois, nous n'avons pas besoin de lui pour être heureux. Lucas a hoché la tête doucement, comprenant. C'est vrai, on est bien comme ça. Juliette a souri. Oui, on est bien. Ce soir-là, Marianne s'est allongée sur le canapé après que les enfants se soient endormis. Elle a mis la télé sans le son. Elle a regardé le plafond. Elle a pensé à tout ce qui s'était passé. 2 ans à nettoyer des sols à genoux. 3 mois à reconstruire sa carrière de zéro. 6 mois à diriger une équipe internationale. La vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des factures à payer. Il y avait encore de la fatigue à la fin de la journée. Il y avait encore des jours difficiles. Mais c'était différent maintenant. Elle n'était plus invisible. Le samedi, Marianne est retournée à l'immeuble de l'entreprise. Pas pour travailler, pour rendre visite à quelqu'un d'important.
Elle est descendue jusqu'au sous-sol de service, le vestiaire des femmes de ménage. Madame Solange prenait son café de milieu de matinée. Elle a vu Marianne entrer et s'est levée vite du banc. « Ma fille, quelle surprise de te voir ici !» Elles se sont enlacées avec affection. Marianne avait apporté un gros gâteau. Elle l'a mis sur la table centrale. D'autres collègues se sont approchés, curieuses. Elles ont mangé ensemble, conversant, riant d'anecdotes. « Comment vont les choses là-haut » a demandé Solange. « Différentes. Bien. Mais je n'oublie pas d'où je viens, Solange. Je sais. C'est pour ça que tu es revenue nous voir. » Marianne a souri avec tendresse. « Et parce que j'ai une proposition pour vous. » « Quel genre de proposition ?» L'entreprise va ouvrir des places pour un programme de formation interne. Cours du soir payés. Pour les employés qui veulent changer de domaine ou finir leurs études, administration, informatique, langue, j'ai aidé à concevoir le programme. Et je voulais que vous soyez les premières à le savoir. Solange a écarquillé les yeux de stupeur. Vraiment ? Vraiment. Celles qui sont intéressées, cherchez-moi dans mon bureau. Je vous aiderai personnellement avec l'inscription et la paperasse. L'une des filles les plus jeunes, Jeanne, a levé la main timidement. J'ai toujours voulu apprendre à utiliser l'ordinateur, mais je n'ai jamais eu d'argent pour payer un cours. Maintenant, tu as l'opportunité, a dit Marianne, la regardant dans les yeux, et je te soutiendrai. Jeanne a souri, les larmes brillant dans ses yeux. Quand Marianne est sortie de l'immeuble, le soleil de midi illuminait l'esplanade. Elle a marché jusqu'à sa voiture. Elle est entrée et a fermé la portière, isolant le bruit de la ville. Elle est restée assise un moment, les mains fermes sur le volant. 6 mois plus tôt, elle avait été humiliée dans ce même bâtiment, à ce même étage qu'elle dirigeait maintenant. Aujourd'hui, elle changeait des vies à l'intérieur. Elle a allumé le moteur et elle s'est dirigée vers la maison, 5 ans plus tard. Marianne est entrée dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. 200 personnes étaient assises en attente. La majorité étaient des immigrés ou des personnes déplacées. Africains, latino-américains, asiatiques, tous partageaient la même histoire, formation professionnelle dans leur pays d'origine et un redémarrage de zéro en France, souvent dans l'informalité. Elle est montée sur l'estrade d'un pas sûr, elle a ajusté le micro. Elle a regardé le public. Au fond, appuyé contre le mur, il y avait Lucas et Juliette. Maintenant, ils avaient 15 et 12 ans. Lucas avait le sac à dos du lycée technique. Juliette tenait un carnet, notant tout avec fierté. « Bonsoir à tous, je m'appelle Marianne Legrand. Il y a 7 ans, je nettoyais des toilettes dans un gratte-ciel de la Défense. J'avais 2 enfants en bas âge, un compte en banque à zéro et un master que personne ne voulait reconnaître ni valider. Un silence attentif a rempli la salle. Beaucoup d'entre vous vivent cela en ce moment même. Vous étiez médecin, ingénieur, professeur, avocat dans vos pays. Et ici, vous conduisez des taxis, livrez de la nourriture, nettoyez les maisons des autres, pas parce que vous n'êtes pas qualifié, mais parce que le système refuse parfois de vous voir. Elle a marché sur l'estrade, connectant avec les gens. J'ai fondé l'Institut Pont il y a 3 ans. Nous aidons les migrants et professionnels à faire valider leurs diplômes. Nous offrons des conseils juridiques gratuits. Nous connectons le talent avec des entreprises qui valorisent la diversité réelle. Nous avons déjà aidé plus de 400 personnes à recommencer à exercer leur profession avec dignité. Et nous en aiderons beaucoup d'autres. Des applaudissements spontanés ont éclaté dans l'amphithéâtre. Elle a attendu qu'il diminue. Elle a continué. Mais je ne suis pas ici seulement pour parler de l'Institut. Je suis ici pour vous dire une chose fondamentale. N'acceptez pas l'invisibilité. N'acceptez pas d'être traité comme inférieur. Vous n'êtes pas inférieur. Vous êtes des professionnels qualifiés qui ont eu l'immense courage de recommencer en terre étrangère, et cela vaut plus que n'importe quel diplôme accroché au mur. Une femme au premier rang a essuyé ses larmes. D'autres hochèrent la tête, se sentant vues pour la première fois. Après la conférence, des dizaines de personnes se sont approchées d'elle. Elles lui ont remis des CV, lui ont raconté leurs histoires. Elles lui ont posé des questions. Marianne a répondu à tous. Un par un, sans hâte. Quand l'amphithéâtre s'est finalement vidé, Lucas et Juliette se sont approchés de l'estrade.
Maman, tu as été incroyable, a dit Juliette l'embrassant. Merci, mon amour. Je veux faire ça, moi aussi, a dit Lucas, sérieux. Aider les gens, comme tu le fais. Marianne a enlacé son fils, sentant combien il avait grandi. Tu le feras, fiston, à ta façon, mais tu le feras. Sur le chemin du retour, ils ont fait un arrêt rapide à l'immeuble de l'entreprise. Marianne devait récupérer des documents urgents. Elle est montée jusqu'au 18e étage. Son bureau était maintenant beaucoup plus grand, un angle privilégié. Parois de verre du sol au plafond. Une vue complète de la ville illuminée la nuit. Sur le mur opposé, une photographie encadrée avec élégance. Elle recevant le prix « Cadre de l'année » de la Chambre de commerce. Antoine était à ses côtés sur la photo, souriant fièrement. Monsieur Laurent lui remettait la plaque commémorative. Elle a regardé la photo un instant. Elle a touché le verre. 7 ans. Cela semblait une vie entière. Cela semblait être hier. Antoine est entré sans frapper, comme il avait l'habitude de le faire. Prête pour demain? Berlin? Berlin? 3 jours. Conférence mondiale. Vous représenterez toute la corporation. Je sais, j'ai encore du mal à y croire. Mieux vaut y croire. Vous avez gagné chaque centimètre de ce chemin. Elle a pris son sac et les documents. Les deux sont sortis ensemble vers les ascenseurs. Dans l'ascenseur, Antoine a dit « Vous souvenez-vous de la première fois que je vous ai vu traduire dans cette salle pleine de tension? Je m'en souviens parfaitement. J'ai su à ce moment précis. J'ai su que vous iriez très loin. Vous avez parié sur moi quand personne d'autre ne donnait un sou pour moi. J'ai parié sur le talent, Marianne. Le reste, vous l'avez fait toute seule. » L'ascenseur s'est arrêté au rez-de-chaussée. Ils sont sortis dans le hall. Marianne s'est arrêtée à la porte tournante. Elle a regardé en arrière. Le hall en marbre, les portiques de sécurité, les gardes. Elle était passée par là des milliers de fois. Invisible, fatiguée, brisée à l'intérieur. Maintenant, elle passait différemment, la tête haute. Dehors, Lucas et Juliette attendèrent dans la voiture. Marianne est entrée. Elle a allumé le moteur. « Maman !» a demandé Juliette depuis le siège arrière. « Tu crois que tout est arrivé pour une raison ?» Marianne a regardé sa fille dans le rétroviseur. « Je crois que nous créons les raisons, ma fille, avec les décisions que nous prenons chaque jour. Et toi, tu as décidé de ne jamais abandonner. J'ai décidé de ne pas abandonner, tous les jours, même quand il semblait impossible de continuer. » Lucas a vérifié quelque chose sur son téléphone. On aurait dû aller dîner dehors pour fêter ça. Marianne a souri. Nous dînerons à la maison, je cuisine quelque chose de bon. Mais tu cuisines toujours, parce que j'aime ça. Ça me détend de couper les légumes. Juliette a ri. Tu es bizarre, maman. Je suis bizarre, et vous allez devoir vivre avec ça. Les trois ont ri ensemble. Un son qui a rempli la voiture. Marianne a conduit dans les rues illuminées de Paris. La ville pulsait autour d'elle, vivante, chaotique, pleine d'histoires comme la sienne. Des gens qui luttaient, des gens qui recommençaient à zéro, des gens qui se relevaient après être tombés. Et elle avait appris une chose vitale durant ces 7 années de lutte, que la dignité n'est pas quelque chose qu'on vous donne ou qu'on vous offre. C'est quelque chose qui se réclame, que le respect ne se mérite pas juste en existant. Il se construit avec un travail acharné, avec du courage et avec le refus absolu d'être effacé de la carte. Qu'un seul moment de courage peut changer la trajectoire d'une vie entière, et que la plus grande victoire n'est pas de prouver quoi que ce soit à qui vous a humilié dans le passé. C'est de se prouver à soi-même, chaque matin devant le miroir, que vous avez toujours été suffisante.